Chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Je suis Boris Lelay et si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assassinat de Charlie Kirk, influenceur américain que peut-être vous ne connaissiez pas avant sa mort, mais qui avait une réelle influence outre-Atlantique. Il a été une force importante dans la réélection de Donald Trump en 2024. Il a su mobiliser un électorat nouveau pour l'actuel président américain. Et s'il n'est pas exactement une personne qui véhiculait des idées dans lesquelles je me retrouve en intégralité, en tout cas, il était considéré comme appartenant au spectre de la droite américaine. Une droite évidemment composite, avec différents courants, différentes sensibilités, mais qui était réellement influente et qui attirait sur lui effectivement un certain nombre d'inimitiés, d'hostilités, et d'abord et avant tout parce qu'il a été justement décisif dans la réélection de Donald Trump. Alors pourquoi c'est important? Et est-ce que c'est important? Oui, bien sûr, c'est important. C'est important non pas pour la valeur de Charlie Kirk en lui-même, qui est un Américain, qui parle à un public américain, et qui peut, de ce point de vue-là, avoir une valeur du point de vue américain dans ce débat, mais il a une valeur pour nous en Europe, tout simplement parce que, comme les États-Unis sont au cœur du dispositif occidental, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, son assassinat, un assassinat politique, sans l'ombre d'un doute, c'est évident, a des répercussions politiques sur notre continent, dans nos sociétés, y compris en France, cela va sans dire. Nous avons aussi pu le constater à cette simple réalité que la gauche européenne, y compris française, s'est largement félicitée de cette mort. Nous allons y revenir en détail ensemble. Donc oui, bien évidemment, ça a un impact. Et encore une fois, est-ce que cela veut dire qu'il faut être d'accord avec Charlie Kirk, ou ses idées, ou son courant, ou le mouvement politique duquel il était proche, ou de la présidence américaine? Non, bien entendu, on peut avoir de très nombreux désaccords avec cette présidence, avec ce mouvement ou avec ses idées, mais ce qui compte ici, ce n'est pas ce qu'il était, mais ce qu'il représente, ce pourquoi il a été assassiné. Car enfin, au fond, ce qui nous intéresse essentiellement sont les motivations qui peuvent mener à sa mort, plus qu'en fait son discours lui-même. Car ces motivations, qui peuvent pousser à commettre un tel assassinat, pourraient très bien demain pousser quelqu'un d'autre à focaliser son attention sur d'autres acteurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées que Charlie Kirk, mais qui peuvent être assimilés à ses idées ou à son courant, même très largement, et être tués pour les mêmes raisons. En d'autres termes, pour faire court, être de droite aujourd'hui est une affaire qui peut vous coûter la vie en Occident. C'est exactement ce qui se passe. Raison pour laquelle j'ai mis ma plus belle chemise. Vous l'aurez remarqué. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment les réactions de la gauche, au sens large, dans ce qu'on appelle la gauche, donc les gens qui se reconnaissent dans la gauche, ce qu'ils nous disent d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent nous dire à nous. Je crois que c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors nous avons vu des gens qui se félicitent ouvertement donc, de la mort de Charlie Kirk et qui le disent, si j'avais pu assassiner Charlie Kirk moi-même, je l'aurais fait. Alors évidemment, ça ne coûte rien de le dire. Ça ne coûte rien de le dire, ça ne coûte certainement pas une peine de prison, ça ne évidemment, coûte rien aussi au niveau physique, on n'encourt pas la réaction de la police. Do you support his death? I do. You support his death? Fuck Charlie Kirk. You support Charlie Kirk being killed? Yes, I do. On the day he died, you're here at a vigil for Charlie Kirk and you support his death? Do you support a Nazi? No, I don't support a Nazi. Charlie Kirk wasn't a Nazi. you Support don't it. follow his You support his shooter? Yep, sure do. Free him. You support Charlie Kirk's shooter? Sure do. He did us all a favor. Would you shoot somebody like Charlie Kirk? I would have killed him myself. You would have killed him yourself. Okay. Do you have a job here in Seattle? Nope. I take that for a look.
voilà, ils disent, voilà, je l'aurais fait moi-même, hein, je l'aurais fait moi-même, je suis content, c'est mon truc. Alors, nous avons des gens chez nous aussi qui partagent le même sentiment et qui disent peu ou prou la même chose. Hein. Vous avez comme ça quelques influenceurs sur Twitter ou YouTube hein, qui ont la chance de pouvoir être sur ces plateformes. Je ne peux pas être sur ces plateformes puisque je suis totalement censuré en France, vous le savez, à la demande du gouvernement français. Hein. À mon avis, c'est un vrai critère parce que quand même, si ces gens peuvent faire des millions de vues, des millions d'abonnés et dire qu'ils se félicitent quasiment d'assassinat politique d'adversaires et qu'il n'y a pas de réaction, je crois que en termes d'opposition à ce système, ça veut tout dire. Deuxièmement, vu l'acabit, vu qu'était leur daron, je pense qu'ils s'en sortent pas plus mal de grandir sans cette ordure pour les élever. Ils font partie du système, bien entendu. Donc nous avons eu un ressortissant qui dispose de 3 passeports, tunisien, roumain, français, qui jadis faisait office de cinéphile sur YouTube et qui maintenant commente politiquement, bon pourquoi pas, hein, je veux dire, après tout, et qui dit non, Charlie Kirk, sa mort, après tout, pourquoi pas. Désolé de vous le dire, hein, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est morte. Hein. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le versant... Donc, vous voyez, il y a déjà 2 nuances, là. Il y a ceux qui disent « je l'aurais fait moi-même », donc ça, c'est déjà un peu plus courageux. Voilà, ils assument. Ils assument la violence. Puis il y a ceux qui sont un peu plus lâches, comme nos gauchistes francophones, hexagonaux. Bon, oui, évidemment, je ne me félicite pas de cette mort, mais... Alors le mot-clé ici, c'est « mais », en fait. Hein. Donc voilà, on fait la petite génuflexion obligatoire pour essayer de faire croire, en fait, qu'on n'est pas un psychopathe intégral, mais on s'empresse de préciser avec 40 réserves qu'en fait... le mec l'a quand même sérieusement mérité. Alors, le pauvre Charlie Kirk se voit affligé de tous les... j'allais dire, de toutes les accusations létales, puisque maintenant elles le sont. Hein, maintenant, ça devient mortel. Donc, il était sexiste, xénophobe, raciste. Enfin, là, il y a tout. J'ai même vu antisémite. Donc... c'est fort quand même de café, puisque Charlie Kirk était un militant quand même ultra pro-israélien. D'ailleurs, ce qui me fait prendre quand même beaucoup de distance avec lui. Mais c'est vous dire que même si quelqu'un est ouvertement pro-israélien, à l'annonce de sa mort, Benjamin Netanyahou, Premier ministre en fonction de l'État d'Israël, a fait part de sa tristesse. Il a consacré un message spécial pour Charlie Kirk. C'est pas suffisant. Il est quand même antisémite. Bon, voilà. Parce que... voilà. Alors, vous avez là donc 2 paliers. Hein. J'assume la volonté de l'assassiner. Je le fais pas, mais je l'assume. Bon, je l'aurais pas fait tuer, mais c'est quand même une ordure qui méritait d'être tuée. Donc ça, c'est nos cinéphiles français. Et puis, nous avons des gens encore plus pernicieux en la qualité de Gérard Haro, ancien ambassadeur de France quand même, aux États-Unis et en Israël. C'est assez intéressant. Donc, homosexuel revendiqué, voilà. Corrompu notoire par ailleurs, il a été condamné dans les affaires de corruption. Gérard Haro nous dit ceci, alors là, c'est assez révélateur, hein. Ça donne à peu près le ton. Hein. La mort de Charlie Kirk est un crime injustifiable, donc on ne peut pas justifier, mais, il y a un mais, donc c'est pas justifiable, mais... Donc c'est pas justifiable, mais laissez-moi le justifier quand même. Affirmer qu'il
qu'il a conduit des débats est une mauvaise plaisanterie. Donc il n'a pas conduit de débat. Hein. Il assénait des provocations haineuses. Ah, là, c'est le mot-clé, la haine. Hein. Sexiste, raciste, homophobe, sans y ajouter le moindre argument, la moindre nuance, blablabla. Bla. Alors, si, il organisait des débats avec des contradicteurs dans des universités américaines. Il y avait tout ce qu'il fallait de contradicteurs, de gens qui n'avaient pas ses idées, qui lui apportaient des contre-arguments auxquels il répondait. C'est la définition d'un débat. Pour Gérard Haro, en fait, c'est déjà sortir du débat, en fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec Gérard Haro, et plus spécifiquement sur son orientation sexuelle, vous n'êtes déjà plus dans le débat, en fait. Vous ne pouvez être que d'accord avec Gérard Haro. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous n'êtes plus dans le débat. Même si c'est un débat ouvert, même s'il y a des protagonistes de tous les horizons qui viennent vous porter la contradiction, même s'ils sont libres de poser les questions, de poser leurs arguments, que vous y répondez devant les caméras pendant des mois et des années, non, ce n'est pas un débat parce que vous ne partagez pas les convictions de Gérard. Voilà. Do you think men would be happier if they are married and providing for a family? I don't think marriage or the institution of marriage is the only way a man can be happy. That's not what I said. I said generally happier. Do you think men will be generally happier if they're married, providing, and have children? I don't think that's a necessary factor to contribute to men's happiness. What is your solution to bring about male happiness in the West? Mine is men get married, have children, and provide. What is yours? That's a big question. Alors, pourquoi j'ai voulu m'intéresser à tous ces types vous avez d'horizons très différents. Hein. Vous avez des youtubeurs, vous avez des anciens ambassadeurs, ça c'est en France, vous avez des Américains, etc. D'où ça vient, cette mentalité-là? Alors moi, je voulais en parler avec vous parce que, au fond, les réactions des uns et des autres ne sont pas très importantes en tant que telles. Je veux dire, on se fiche de savoir ce qu'un tel ou un tel pense des événements. C'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est la structure mentale de ces personnes qui les poussent à s'exprimer comme elles s'expriment et soit à encourager ce genre d'assassinat politique, soit par je condamne mais je condamne pas, à expliquer, donc justifier ces assassinats. Alors, en fait, on est obligé de revenir à l'origine de la gauche. Tout simplement, c'est quoi la gauche? La gauche, ce n'est jamais que la version sécularisée du christianisme. Ce sont les mêmes façons de penser, fondamentalement, que le judaïsme, le christianisme, les deux conjugués, et je veux m'en expliquer. Le judaïsme, pourquoi? Alors, le judaïsme, c'est simple, c'est une religion transcendantale qui est radicalement différente, en fait, du polythéisme européen, qui gouvernait l'Europe européenne jusqu'au IVe siècle, approximativement, puisque tout d'un coup, on nous dit, voilà, il y a une vérité, donc il y a Yahvé, qui est une divinité hébraïque, qui surgit et qui proclame une vérité universelle. C'est-à-dire qu'elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique dans tout le monde physique connu, c'est-à-dire dans toutes les galaxies, les systèmes solaires, etc., voilà, jusqu'à notre planète. Voilà, c'est une vérité universelle qui ne souffre aucune espèce de contestation. C'est la révélation. Alors, elle a été la propriété des Juifs pendant un certain temps, et un certain nombre de Juifs ont créé une scission autour de Yeshua ben Yosef, qu'on appelle communément Jésus, qui a créé en fait une scission de ce mouvement-là et qui l'a ouvert à des non-juifs. Je passe là-dessus, mais cette conception une vérité absolue qui ne souffre pas la contradiction est entrée dans les conceptions humaines et ensuite a été apportée dans des sociétés non-juives. Avec un motif quand même qui était propre au judaïsme, qui est aussi au cœur de ce qu'on appelle le christianisme, qui est la notion en fait de libération. En fait, vous savez, le peuple juif est en esclavage, nous dit-on,
Et donc c'est le peuple de Yahvé, c'est le peuple de la vérité, quoi. Hein. Et il va être libéré par le fils de Yahvé lui-même, c'est-à-dire du seul Dieu qui existe, et qui va libérer son peuple. Voilà. Et en fait, on nous dit que c'est Yeshua. Alors les Juifs disent que non, c'est le Mashiach, non, le Sauveur va venir. Mais les gens autour de Yeshua disent c'est lui. Voilà. Et ensuite, par l'évangélisation, cette idée va s'étendre. Mais en quoi c'est important? Eh bien, nous avons là la matrice élémentaire de la gauche, c'est-à-dire une vérité absolue, incontestable et transcendante, même si en fait on peut totalement expliquer son origine, ça, mais elle est absolue, et elle annonce qu'il y a des opprimés, le peuple de Yahvé, et des oppresseurs, les autres. Et les autres, s'ils ne sont pas le peuple de Yahvé, le peuple du bien et de la vérité, c'est forcément le peuple du mal et du mensonge. D'accord, à ce moment-là, on a le droit de les écraser, on a le droit de les assassiner. Puisqu'ils font sciemment le mal et qu'ils répandent le mensonge pour empêcher la libération. On peut éventuellement considérer qu'il est nécessaire de les tuer. Alors ça, c'est la trame de base d'une révolution culturelle dans le monde européen qui va durer 15 siècles. Voilà, on va imprimer ça pendant des siècles et des siècles et des siècles dans la tête des Européens, dans la tête des Blancs d'Europe. Ça laisse des traces. Et en fait, la gauche, sous l'effet d'une critique en fait, de la religion, des systèmes religieux, au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, va commencer à s'émanciper en fait du caractère magique de l'explication, mais conserver la trame narrative, c'est-à-dire les opprimés et les oppressés, la vérité transcendantale, le camp de la vérité, le camp du mal. Et l'idée de se libérer. C'est la base du marxisme. Voilà. Le marxisme va faire beaucoup plus de jargon à caractère pseudo-économique, mais grosso modo, c'est ça. Et nous y sommes toujours. Et nous sommes en fait dans une espèce de syncrétisme aujourd'hui qui est à la fois chrétien d'héritage et politique suite au verbiage d'un certain nombre de philosophes sur lesquels je ne vais pas revenir, et qui nous amène à cette situation en fait où nous avons des gens qui veulent, qui prétendent être en fait des croisés de gauche. Ce sont des croisés, des judéo-croisés de gauche, et pour eux c'est très simple. Il y a le camp du bien, le camp d'en face c'est le camp du mal, ils sont au camp de la vérité, ceux d'en face c'est le camp du mensonge, n'est-ce pas? Bon, ils ne croient pas à l'explication magique, donc il n'y a pas de vie après la mort ou quoi que ce soit, bon, ça ils ont laissé de côté, si bien que, bon, ça se passe ici et maintenant, c'est une explication sur Terre, immédiate, et comme on n'a qu'une vie, il faut que ça se passe maintenant. Donc il faut utiliser toutes ces ressources pour l'emporter dans ce conflit maintenant. Voilà. Et nous en sommes exactement là, c'est cette matrice révolutionnaire, ce qu'on appelle c'est cette pensée révolutionnaire, qui anime ces gens. Alors c'est beaucoup plus confus dans leur esprit, parce que cette pensée agrège en fait tous les égarés, les marges diverses et variées. Ce n'est plus aussi dogmatique qu'avant, n'est-ce pas? C'est une somme de tous les mécontents, etc. D'ailleurs, c'est une force purement négative. Il n'y a aucune force de proposition là-dedans. C'est une force de pur nihilisme. Il s'agit de vouloir détruire. Et il est assez intéressant de relever que le gauchisme en phase terminale de notre époque aime recruter notamment dans les marges sexuelles. Les travestis, les lesbiennes, etc. Vous voyez, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent en marge de la société, qui sont traversés de contradictions, etc. Et qui ne peuvent pas qui ne se projettent pas dans l'avenir en réalité. Voilà. Et donc ça, c'est un pool de recrutement. Mais comme cette matrice ne s'interdit rien, on va aller aussi démarcher des gens dont on pourrait croire qu'ils ont un potentiel de colère et de violence, notamment peut-être des immigrés, dans les quartiers immigrés.
Et on voit que... parce que quelle est la force qui organise tout ça? Parce qu'au fond, ça, ce sont des marges. Mais qui organise? C'est la gauche politique. La gauche politique qui est structurelle, en parti politique, en groupe de réflexion, etc. Alors eux, ils vont essayer de théoriser, de rationaliser toutes ces frustrations latentes pour essayer de leur donner un sens, pour essayer de leur donner un but concret. Mais eux sont ceux qui comptent tirer les marrons du feu, bien entendu. Ils veulent motiver ces gens qui sont frustrés en leur disant « écoutez, si vous nous rejoignez, vous allez aller mieux, mais il faut travailler avec nous. » Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, en ce sens, ce sont aussi des prêtres, hein, c'est aussi une espèce de classe sacerdotale, hein, les politiciens de gauche, c'est une forme de classe sacerdotale qui explique le monde à ces gens-là, qui exploite leur force de destruction, leur force nihiliste, pour la retourner contre leurs propres ennemis. C'est toute l'histoire, non seulement de la gauche, mais plus concrètement de LFI, par exemple, pour parler de la France insoumise, parce que sinon on ne comprend pas trop pourquoi Mélenchon, dont on sait le parcours, qui est un homme qui est un athée convaincu, qui est quelqu'un qui a été formé dans les loges maçonniques de la gauche athée, pourquoi quelqu'un comme ça, tout d'un coup, se met à fricoter avec des islamistes? L'insolence, l'agressivité, la haine, à peine masqués, les laïcards de la 25e heure, qui tout d'un coup se réveillaient, qui n'ont jamais un mot à dire pour les abus des autres religions, qui tout d'un coup n'ont rien à dire quand le président de la République lui-même va à la messe dans le stade à Marseille, alors même que le pape a dit qu'il venait à Marseille et pas en France, et ainsi de suite. Alors bon, moi, tous ces pseudo-laïcs, en réalité, sont juste des islamophobes, et au début, on ne voulait pas du mot, parce qu'on disait on a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer le christianisme. Et moi, ce qui m'a rallié au mot, figure-toi, c'est phobie. Parce que j'ai dit, ces gens se comportent d'une manière irrationnelle, pulsionnelle, et jusqu'au meurtre, jusqu'à l'indifférence aux autres. Donc, oui, c'est le bon mot pour désigner ce que c'est. C'est-à-dire une phobie. Et donc, je lutte, et je vais te dire, je vais aggraver mon cas à tes yeux. Une fois, j'ai été à une émission de Radio Orient, je crois, et on m'a posé la question, on m'a dit, j'étais il y a longtemps, vous acceptez l'islamophobie? Et j'avais répondu, bien sûr, on a le droit de critiquer toutes les religions. Ce que je ne dirai plus aujourd'hui. Jamais je n'accepterai un maître de terrain lâché là-dessus. C'est pas parce qu'il s'est converti à l'islam, c'est pas du tout. C'est quelqu'un qui, en fait, agrège les forces de destruction. Parce que Mélenchon est quelqu'un qui est sur un ressentiment personnel. C'est quelqu'un c'est un mégalomane. Mélenchon est objectivement un mégalomane, qui se voyait une grande carrière politique en France. D'ailleurs, il méprise la France, hein. Il l'a souvent dit, c'est quelqu'un qui est né au Maroc. Donc ça, c'est intéressant sur la psychologie des individus. Donc il est né au Maroc, donc il a une nostalgie un peu exotique, hein, donc le soleil, le sud, un monde assez cosmopolite, assez mélangé. Bon, je veux dire, pourquoi pas dans le contexte de l'époque, je veux dire. Il arrive en France, et là, il n'y a que des Français. Et là, il en nourrit une très vive colère, et il va grandir dans ce ressentiment, finalement, du métèque, qui ne s'intègre pas, en fait. Et il se dit, cette France-là, moi, je vais la détruire. Et je vais systématiquement prendre le parti de toutes les forces de destruction. Donc c'est ça, en fait, l'identité de Mélenchon, en fait. C'est pas une identité positive et constructive, contrairement à ce qu'il essaie de dire, hein. La créolisation, ça c'est du roman pour les naïfs. Il n'est pas en train d'essayer de créer quelque chose d'apaisé, qui pourrait être positif ou quoi. C'est vraiment quelqu'un qui veut régler des comptes, en fait. Et ça le conserve très bien, d'ailleurs, hein. Il est dans ses 70 ans, il va très bien, merci pour lui. Il n'a qu'une envie, c'est de semer le chaos et la destruction. Et ça, c'est caractéristique. Et autour de lui, ce ne sont que des gens comme ça, vous voyez. Vous ne pouvez pas voir des gens autour de Mélenchon où vous dites, tiens, ce mec-là, bon, il a tort, mais c'est un mec bien. Ce sont tous intégralement des ordures. Des ratés qui veulent rendre malheureux les autres. Vous voyez, c'est ça qui les anime, vous voyez. Bon. Alors, vous allez dire, pourquoi je parle de ça en parlant de Charlie Kirk? Si, c'est le terreau. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Vous avez toutes ces marges dégénérées, comment dirais-je, de ratés ou autres, qui veulent régler des comptes et qui sont prêts à s'allier à peu près avec n'importe qui pour y parvenir, y compris quitte à donner la mort. Vous voyez, ça ne produit rien en tant que tel. Vous n'allez pas construire une nouvelle société sur la mort d'un type. Je veux dire,
Bon, dans une révolution est sanglante, donc on pourrait estimer que s'il y avait un effort collectif organisé pour tuer des gens, mais pour créer un autre système, on pourrait se dire, bon, à la limite, à défaut d'être d'accord, il y a au moins quelque chose qui paraît passablement logique. Mais quand vous assassinez quelqu'un comme ça, c'est juste un assassinat. Il y en a eu plein dans l'histoire des assassinats de ce type. Et c'est à peu près ce dans quoi on se trouve aujourd'hui. Et donc, nous avons les mêmes en France, dans toute l'Europe en réalité, aux États-Unis, Amérique du Nord. Bien entendu, c'est une marque de fabrique de la gauche. Alors, j'ai cité donc l'origine profonde de cette mentalité. J'ai dit que c'était vraiment le judaïsme, la christianisation de l'Europe, c'est-à-dire la judaïsation de l'Europe par le christianisme durant 15 siècles, la dissociation de la société européenne du fait religieux, de l'explication magique, mais la conservation de cette matrice mentale. Et nous en sommes maintenant, après plusieurs tentatives, parce qu'il y a quand même plusieurs révolutions pour essayer de faire advenir cette utopie égalitaire, qui était déjà plus ou moins dessinée par le Christ, ça ne marche pas. Bon, alors il continue d'essayer, et évidemment c'est violent. Ça, le sang coule et n'arrête pas de couler. Alors je voulais vous faire part de ce que disait un penseur allemand remarquable qui s'appelle Carl Schmitt. C'est un des plus grands penseurs du XXe siècle, sans l'ombre d'un doute. Évidemment, une référence essentielle pour toutes les forces, j'allais dire, authentiquement européennes, nationalistes. Je vais vous le citer ça, parce que justement, il a fait l'analyse, donc c'est un juriste, et il a analysé tout simplement, quasiment anthropologiquement, l'origine de ce qu'on appelle le politique. D'où vient le politique? Qu'est-ce que le politique? Voilà. Alors, il nous donne une petite explication, petite par la longueur, mais brillante par la synthèse, que je vous communique tout de suite. Alors, voici ce qu'il dit. Alors, c'est écrit en 1932, dans son livre Le concept du politique. Carl Schmitt. La spécificité du politique consiste dans la distinction entre amis et ennemis. Toute moralisation de cette distinction, comme on la trouve dans les théories démocratiques ou universalistes, tente à la dissoudre en la réduisant à une question de morale ou d'économie. La démocratie, en prétendant représenter le peuple comme une unité morale homogène, c'est-à-dire une unité, le peuple comme étant une unité positive, efface l'antagonisme politique fondamental, qui est en fait la lutte constante entre différentes factions au sein du peuple, et le remplace par une universalité abstraite. Donc en fait, le bien, le mal. Mais cette moralisation n'élimine pas le conflit. Elle le déguise et le rend plus dangereux, car elle justifie la violence au nom du bien universel. L'ennemi, donc c'est-à-dire l'adversaire, le concurrent, devient un criminel au plan moral, et la guerre politique se transforme en une croisade absolue, où la discrimination est intensifiée jusqu'à l'extermination. Donc autrement dit, à partir du moment où vous proclamez qu'il y a le bien et le mal, et qu'il y a votre camp qui est le camp du bien et le camp d'en face qui est le camp du mal, à ce moment-là, le camp d'en face peut être complètement éradiqué. Or, c'est un mensonge, puisqu'il n'y a pas une zone géographique où vous pouvez circonscrire le mal, que ce soit dans votre pays ou que ce soit à l'international. Tout est toujours plus complexe. Les individus sont complexes. Or, ce côté manichéen présente les choses de cette manière, si bien que, fatalement, cela pousse à la radicalisation et la volonté de détruire ce qui est le résultat d'une simplification mentale, en fait. Voilà. L'ennemi est là, tous les problèmes viennent de là, il faut les éliminer. Alors que si on accepte que, eh bien,
la nature humaine est complexe, qu'il y a une tension naturelle dans la société, qu'il faut l'accepter, vous êtes plus patient en quelque sorte. Or, la gauche, comme légataire de cette pensée universaliste et absolutiste, ne peut pas penser cela. Il y a eux et le camp du mal. Et le camp du mal doit être détruit. Et vous remarquerez que pour qualifier le mal aujourd'hui, eh bien, il suffit de réduire l'adversaire par l'accusation de nazisme, de fascisme, de racisme. Depuis 1945, c'est la même chanson, et c'était déjà comme ça avant, à l'initiative d'ailleurs des marxistes. C'est logique. Et on apprend et on découvre, en écoutant les médias français, que Charlie Kirk, au fond, l'a bien mérité, parce que c'était un nazi, parce qu'au fond, il parlait comme Adolf Hitler. Et au fond, Trump parle comme Adolf Hitler. D'ailleurs, Trump, c'est Adolf Hitler. Hein, à 2 virgules près, quoi. Hein, c'est la même chose. Donc, au fond, si quelqu'un pouvait assassiner Trump, ce serait pas plus mal. Vous voyez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça veut dire les trumpistes, les MAGA, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent les institutions américaines. C'est eux qui meurent. Mais ils n'ont pas été tués par des démocrates. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine. Aux États-Unis, si vous provoquez la haine, vous semez la haine, vous recueillez la tempête. Nous avons affaire à des gens religieux. Nous n'avons pas affaire à des gens rationnels. Ce sont des gens religieux, profondément religieux. Ils ne le savent pas. Ils ne croient ni à Dieu ni à diable. Ils sont pour la plupart athées. Mais c'est leur mode de fonctionnement hérité de cette vieille mentalité judéo-chrétienne particulièrement intolérante et fanatique. C'est une généalogie de cette pensée qui est très clairement identifiée aujourd'hui. Alors évidemment, quand on a compris cela, on doit comprendre autre chose. Ces gens ont une mentalité monothéiste, quand bien même soit-il athée, et ils entendent bien soumettre la totalité du monde à leur conception. Et oui, s'ils détiennent la vérité, les autres sont dans l'erreur. Et s'ils sont guidés comme agents du bien pour faire le bien, eh bien, ils ont vocation à vouloir amener les autres à faire le bien comme eux. Donc il faut aller vers les autres pour qu'ils fonctionnent de la même manière qu'eux, qu'ils adhèrent à leur propre conception. Ah oui, mais s'il y a de la résistance, s'il y a de la résistance, à ce moment-là, la violence est justifiée. Parce que cette violence est une violence bien intentionnée. Elle est donc légitime. Et s'il y a des gens qui refusent d'entendre la vérité, comme Charlie Kirk, bien à ce moment-là, il est normal et légitime d'en venir à la violence. Mais ce n'est pas pour faire le mal, c'est pour faire le bien. Donc c'est le même discours que les croisés jadis, que les djihadistes aujourd'hui. Les djihadistes expliquent qu'ils ont la bonne version de l'islam, et que ceux, même chez les musulmans, qui n'ont pas leur conception, sont de mauvais musulmans, et en fait ne sont plus des musulmans. Donc ils peuvent être assassinés. Vous voyez ? C'est la même façon de penser, la même structure mentale. Donc, la gauche prend toujours l'initiative de la violence. Parce que la gauche veut dominer. Elle est évangélisatrice, elle est prosélyte. La gauche, fondamentalement, aime et recherche la violence. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire cette observation, c'est que la gauche, paradoxalement, incarne dans une société le pôle féminin. Et la droite incarne le pôle masculin dans une société, dans un peuple. Et en fait, le potentiel de violence réelle est à droite, il n'est jamais à gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens violents à gauche, ça veut dire que le véritable potentiel de virilité dans un peuple est à droite, et que sa conséquence qu'est la violence est à droite. Vous pouvez avoir une violence féminine, c'est la violence de gauche, mais la véritable violence, celle qui est dangereuse, est à droite. Donc c'est assez paradoxal de voir finalement ceux qui possèdent le potentiel de violence et qui sont à droite faire preuve d'une grande patience par rapport à une gauche féminine et hystérique qui, elle, veut recourir très très vite à la violence. Vous avez qu'à remarquer,
la soif d'escalade vers la violence est à gauche, elle n'est pas à droite. La droite réagit à la violence de gauche, ça c'est historique, c'est avéré, nous avons de nombreux exemples. Et justement, c'est un peu là où je voulais en venir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que contrairement justement au vieil, parce que nous sommes pris en otage depuis 1945 en France, en Europe et dans le monde occidental par justement ces forces de gauche, ces forces aussi démocratiques, parce que c'est quasiment la même chose, enfin, ces forces universalistes, ces forces cosmopolites, qui nous ont imposé leur catéchisme, leur représentation, leur légende. Et ils ont diabolisé, entre guillemets, la violence de droite. Enfin, ce qu'on pourrait présenter comme la violence de droite, même si dans les cas que je vais donner, le mot de droite ne convient pas tout à fait. Deux exemples. Les chemises brunes d'Adolf Hitler, la SA, la Sturmabteilung, et les chemises noires de Benito Mussolini. On a présenté les nationaux-socialistes allemands et les chemises brunes en particulier, les SA, comme étant l'incarnation même de la violence de l'homme blanc, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est la même chose, hein, de l'homme blanc, c'est-à-dire de la droite. L'homme blanc est violent, il est brutal, il aime la violence gratuite, il aime faire souffrir, alors que la gauche, c'est le camp de la compassion. Et vous voyez que les valeurs que cite la gauche sont des valeurs féminines. C'est presque des valeurs maternelles. C'est la protection, c'est le pacifisme, c'est le refus de la violence, c'est la bienveillance. Ça c'est faux, bien entendu. Mais c'est comme ça qu'elle se présente. C'est comme ça qu'elle se présente. Et du coup, on nous propose un récit complètement binaire où les chemises brunes d'Adolf Hitler sont en fait des salopards qui sèment la terreur dans les rues, sans aucune espèce d'explication. Ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les hommes d'Adolf Hitler ont réagi au même type de violence qu'a subi Charlie Kirk aujourd'hui. Adolf Hitler n'était pas un professionnel de la politique, c'était un homme qui revenait du front en 1918, c'était un décoré de guerre et un blessé de guerre, et écœuré par l'état de son pays, vaincu, il a voulu faire quelque chose. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment s'y prendre, et il était encore dans l'armée quand on lui a dit, en tant que soldat, d'aller observer ce qui se passait, puisque le pays était en proie à des troubles. Il était en poste à Munich à l'époque, il était encore dans l'armée en 1919. Et donc il va assister à des réunions politiques. Et il sent qu'il y a là, dans ces débats politiques, quelque chose qui se passe, et il veut en être, il veut participer, il veut faire valoir ce qu'il pense être les idées justes pour son pays. Et de fil en aiguille, il rentre en politique, il commence à organiser des meetings, il a un certain talent oratoire, on lui fait savoir, et les gens commencent à venir l'écouter. Au début, ils sont quelques dizaines, et puis ils sont quelques centaines, etc. Et très tôt, la gauche et l'extrême gauche repère Adolf Hitler dans le Munich de l'époque, qui est en proie à toutes les radicalités, à toutes les déstabilisations, il y a des batailles de rue sans cesse, etc. Et l'extrême gauche est toujours à l'affût d'un rassemblement, d'un mouvement qui veut commencer à contester son hégémonie, car à l'époque, la gauche radicale contrôle complètement Munich. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on envoie des gens semer l'anarchie dans ces réunions. Mais Adolf Hitler n'a jamais pensé avoir des hommes pour faire le coup de poing, comme on dit, avoir des gros bras pour aller semer la violence dans les rues. Jamais. Il veut simplement s'exprimer. Mais la gauche veut l'en empêcher. C'est ce qu'il dit. Et c'est dans Mein Kampf, un livre complètement diabolisé par la gauche aujourd'hui, et on comprend pourquoi. Parce que quand vous le lisez, vous découvrez l'autre face du miroir, évidemment. Alors voici ce qu'il dit. Dès les premières réunions publiques de notre mouvement, nous fûmes confrontés à l'hostilité des Rouges. Les communistes, en particulier, tentaient d'interrompre nos discours par des cris, des insultes et souvent des violences physiques. Lors d'une réunion dans la Hofbrauhaus, à Munich en 1919, une bande de ces agitateurs marxistes fit irruption, lançant des chaises et brisant des chopes de bière pour semer le chaos. Nos camarades, encore peu organisés, durent riposter avec leurs poings pour défendre la salle,
Ce fut le début d'une lutte sans merci contre les ennemis de la nation allemande qui cherchaient à nous réduire au silence par la force brute. Ce qui distingue fondamentalement ce qu'on appelle entre guillemets la violence de droite, c'est imparfait ici car le mouvement national-socialiste n'est pas exclusivement de droite, il est autant socialiste que nationaliste. Mais ce qui la distingue de la violence de gauche, c'est que jamais on ne pense aller agresser les autres gratuitement parce qu'ils ne partagent pas nos idées. Ça, c'est une conception de gauche. Adolf Hitler continue à expliquer le processus. Je cite un autre exemple. C'est un extrait du premier volume, c'est au chapitre 9, la naissance de la SA dans Mein Kampf. Les attaques répétées des communistes contre nos réunions nous forcèrent à organiser une défense systématique. À l'automne 1920, lors d'une réunion à la Bürgerbraukeller, les Rouges tentèrent une nouvelle fois de nous disperser. Ils étaient armés de gourdins et de bouteilles, hurlant des slogans contre la patrie. Nos hommes, encore peu nombreux mais résolus, formèrent un cordon pour protéger les orateurs. Ce fut une leçon. Sans une force organisée, notre mouvement serait écrasé par la terreur marxiste. Ainsi naquit l'idée des Sturmabteilung pour garantir que nos idées puissent être entendues malgré la violence des bolcheviks. Erste Gruppe absetzen. C'est ça la réalité de la gauche. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage, évidemment, à la SA, aux chemises brunes, d'avoir tenu le pavé face à la gauche et à l'extrême gauche, et d'avoir arraché l'Allemagne à la vermine marxiste. Alors j'ai un autre exemple, évidemment, je l'ai cité un petit peu avant, c'est celui de Benito Mussolini. Ça, c'est un homme tout à fait exceptionnel, évidemment, très loin des caricatures qui en sont faites, évidemment, par les phraseurs de gauche. C'est un exemple que tout nationaliste doit étudier, méditer. C'est un homme remarquable à tous les égards. Et alors, il faisait face à la même violence, mais Mussolini avait un avantage considérable. C'était quelqu'un qui venait de la gauche radicale italienne. Il avait été le patron du Parti socialiste italien avant la Première Guerre mondiale, avant de réaliser l'impasse qu'incarnait la gauche pour l'Italie et en fait pour l'Europe d'une manière générale. Alors, Mussolini était donc rompu à la mentalité de la gauche, aux méthodes de la gauche. La gauche n'était pas un secret pour lui. Il connaissait la chose de fond en comble. Et justement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ayant transité par le front et ayant réuni autour de lui des Italiens de première qualité qui revenaient également du front et qui voulaient relever l'Italie, il a compris que pour affronter la gauche, surtout qui était radicalisée depuis la révolution bolchevique en Russie de 1918-1919, qui avait galvanisé la gauche radicale en Europe et singulièrement en Italie, pour faire face à ces gens qui étaient prêts à la violence, puisque le bolchevisme était la théorisation de la violence pour parvenir au pouvoir. Lénine est le théoricien de l'usage de la violence pour conquérir le pouvoir. Mussolini a théorisé la riposte. Et avec une maîtrise exceptionnelle, dans des conditions extrêmement difficiles, il a fait vaciller une société bourgeoise italienne qui ne savait vraiment pas quoi faire face à cette violence d'ultra-gauche, et avec des hommes très courageux qui vont devenir les chemises noires, il va commencer à reconquérir le terrain perdu. La chose va culminer en 1925 quand des camarades de Mussolini vont décider d'éliminer un phraseur de gauche particulièrement nocif, un député, l'équivalent de ce qui pourrait être un député aujourd'hui LFI, vous savez, il y en a quand même quelques-uns qui seraient éligibles, Matteotti, qui sera légitimement assassiné par les chemises noires. Et en fait, tout le champ politico-médiatique de gauche va se mettre à hurler,
va essayer de faire pression sur la bourgeoisie pour faire interdire les chemises brunes et pour faire chuter Mussolini. L'Italie n'est pas encore un régime autoritaire. Et alors on se dit que Mussolini va se dissocier de la violence de ces hommes, en disant justement, non, il va avoir un réflexe bourgeois. Et il va abandonner ces hommes les plus radicaux. Et Mussolini, qui est un authentique révolutionnaire qui vient de la gauche radicale, mais qui a compris, fait exactement l'inverse. Il arrive devant le Parlement et il revendique l'assassinat. Non seulement il revendique l'assassinat, mais il menace toute la bande démocratique d'être les prochains sur la liste s'ils osent lever la voix contre lui. La gauche est à genoux, médusée, ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et là, les camarades fascistes prennent le pouvoir en Italie. Je vais vous citer un extrait de sa déclaration au Parlement, qui est tout à fait remarquable, et qui montre justement la nécessité, face à la violence de la gauche radicale, de se défendre et de l'assumer. Voici ce qu'il dit. Messieurs, l'Italie veut la paix, la tranquillité, le calme laborieux. Nous lui donnerons cette tranquillité, cette paix, avec amour si possible, et avec la force si nécessaire. Soyez certains que dans les 48 heures qui suivront ce discours, la situation sera clarifiée dans tout le pays. Chacun doit savoir que je ne suis pas un caporal sans courage, que je ne recule pas devant mes responsabilités, que j'assume pleinement, et je le répète, toutes les responsabilités. Si des actes de violence ont été commis, ils l'ont été parce qu'ils étaient nécessaires pour défendre l'idée fasciste contre ceux qui voulaient l'étouffer. Le fascisme n'est pas seulement un parti, c'est une foi, une passion, un mouvement de la jeunesse italienne qui s'est levé contre la décadence et la trahison. Les violences dont on nous accuse ne sont pas le fait des criminels, mais d'hommes qui ont cru en une idée et qui l'ont défendue avec leur sang. Si les chemises noires ont parfois dépassé les limites, c'est parce que la situation l'exigeait. Face à des ennemis qui ne reculaient devant aucun moyen pour nous détruire. On me demande de rendre des comptes, de m'expliquer sur les événements. Eh bien, je le dis haut et fort, je n'ai rien à cacher. Si vous pensez que le fascisme est un crime, accusez-moi. Si vous pensez que les actions de mes hommes sont illégales, portez plainte. Mais je vous préviens, l'Italie fasciste ne se laissera pas intimider par vos paroles creuses ou vos manœuvres parlementaires. Nous sommes ici et nous y resterons, car l'histoire nous a donné raison. Vous parlez de légalité, mais où était la légalité quand les Rouges et leurs alliés semaient le désordre dans nos rues? Où était la légalité quand les usines étaient occupées et les institutions menacées? Le fascisme a répondu à ce chaos par l'ordre, et si cet ordre a requis la force, alors nous l'avons utilisé sans hésiter. Les chemises noires ont été l'instrument de cette restauration, et je ne renierai jamais leurs actes car ils ont sauvé l'Italie. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece la superba passione della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stata un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima politico, storico e morale, a me la responsabilità di tutto questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho creato.
Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, l'unica soluzione è nella forza. Non c'è mai stata altra soluzione nella storia e non ci sarà mai. Se io la centesima parte dell'energia messa a contenere la violenza la mettessi a scatenarla, e vedreste allora. Vedreste allora. Quel che dovevo dire, l'ho detto. Ora tocca a voi. Voilà exactement comment on répond à la violence de gauche. Pas en disant que la violence est inacceptable, en s'indignant du fait que les gens de gauche ne fassent pas preuve d'empathie. Ce sont des arguments de femmes. La moralité de la gauche, c'est le fanatisme. Au fanatisme doit répondre le fanatisme. Quand on est de gauche, on est profondément malade. Et un malade a besoin d'un traitement. Soit ils capitulent et se soumettent, soit ils sont détruits. Il ne peut pas y avoir de discussion avec la gauche, les gens de gauche. Car la gauche n'est pas une abstraction, ce sont des gens. Il faut simplement leur présenter l'alternative, se soumettre ou disparaître. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. L'assassinat de Charlie Kirk illustre le fait que la gauche doit être détruite intégralement et qu'il ne doit rien en rester. À bientôt, chers amis. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le faire par un don Monero, crypto-monnaie anonyme, ce qui vous évite des déboires avec les autorités. Vous pouvez le faire en vous référant à toutes les indications qui sont sous cette vidéo. Suivez-moi aussi sur Odyssée en vous abonnant à cette chaîne. Je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux car vous le savez, la censure est totale. Il n'y a que la vermine qui a le droit pratiquement de s'exprimer très librement sur cette plateforme. Pas totalement, mais en tout cas la vermine de gauche a toutes les libertés, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et voilà, et sinon retrouvons-nous prochainement pour, vous le savez, je participe régulièrement à un podcast chaque semaine. Référisez-vous et retrouvons-nous là à une prochaine fois. À bientôt, chers amis.